Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse numéro 54 de Over the Results consacrée à SummerSlam 2006. Voilà, donc avant toute chose, j'aimerais vous prévenir que cette analyse risque de durer un petit bout de temps normalement. C'est une analyse très très spéciale pour moi, je m'expliquerai après, ce sera un peu comme la 50e ou pour la 100e qui va arriver dans un bon petit bout de temps. Mais pour moi elle est spéciale et je m'explique après. J'aimerais juste revenir par rapport aux anciens pay-per-view que j'analyse. Ça fait très très longtemps que je vous en avais pas fait. Alors pour vous, ça date du mois passé. Pour moi, ça date de fin décembre, début janvier. Ça date. J'avais pris beaucoup d'avance pour assurer donc la première partie, la première moitié de l'année. Je risque de faire pareil. Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est le 21 juillet, je crois, 20 ou 21 juillet. Et je retourne une session pour assurer jusqu'à la fin de l'année. Peut-être que je m'arrêterai après en termes d'anciens pay-per-view, que ça deviendra moins régulier. Mais de toute façon, vous avez eu une vidéo horaire ou nouveau planning il y a 3 jours normalement. Donc je vous laisse vous référer à cette vidéo là. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour SummerSlam 2006. Donc voici la jaquette. Je suis désolé, donc on voit pas grand chose avec la luminosité. J'espère que vous verrez du mieux possible. Donc je l'ai regardé. Et pourquoi cette analyse est très spéciale et que j'ai envie de prendre mon temps? Parce que aujourd'hui, au moment où sort cette vidéo, je suis désolé pour la mouche qui passe, elle va m'emmerder. Mais aujourd'hui, donc 3 août, au moment où vous regardez cette vidéo, ça fait 10 ans que j'ai connu le catch, 10 ans que j'avais regardé, donc le 3 août 2006. J'ai regardé mon premier Raw, c'était sur RTL 9, sur un format de 45-50 minutes. À l'époque, je les enregistrais sur VHS, sur cassette. Et je crois que je les ai toujours. Donc qu'est-ce qui m'a fait connaître tout simplement le catch? C'est la rivalité DX contre les McMahon, que j'avais juste adoré. C'est principalement ça qui m'a fait aimer le catch. J'y reviendrai après. Mais ce qui est bon à savoir, et pour la petite anecdote, c'est que je l'ai attendu ce pay-per-view. Celui-ci et Unforgiven 2006 qui a suivi, j'étais sûr en fait qu'ils allaient avoir lieu sur RTL 9 un jeudi. Donc j'attendais, je savais pas du tout la date de SummerSlam qui était le 21 ou 23 août, je sais plus, bref, un truc comme dans les 20 août. Et je l'ai vraiment attendu, je savais pas la date, je l'ai attendu et d'un jeudi à l'autre, ils avaient annoncé les résultats de SummerSlam et j'avais pas compris, j'ai compris seulement après Unforgiven que ça apparaissait pas dans un show hebdomadaire, que c'était un dimanche. Et c'est là que j'ai eu ma première déception en tant que fan de catch. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que SummerSlam, je l'avais toujours pas vu. Ça fait 1 an que j'ai le DVD, enfin que j'avais envie de le commander, ça ferait bientôt 1 an que je l'ai. Et je me suis retenu de le regarder. Vraiment. Donc après je suis un petit peu déçu du pay-per-view, mais ça c'est autre chose. Mais ça fait 10 ans que j'attends de voir ce DX contre les McMahon, de voir Edge Cena, de voir Ric Flair, Mick Foley, parce que c'est aussi une des premières, je crois que c'est la première promo que j'avais vue, celle de Ric Flair qui critiquait Mick Foley à l'époque. Je crois que c'était d'ailleurs le 3 août. Donc oui, j'ai attendu 10 ans. Pratiquement 10 ans, c'est pas exact parce que je tourne cette vidéo en juillet et SummerSlam de toute façon c'était fin août, donc j'ai on va dire 10 ans moins 1 mois avant de voir ce SummerSlam. Bordel, 10 ans, vous vous rendez compte? Et pour un show un petit peu merdique, voilà, ça on va pas se le cacher. Donc voilà, maintenant que j'ai fait ma petite intro durant 4 minutes, vous savez maintenant pourquoi ça me tient à cœur de faire cette vidéo, enfin de faire cette analyse là. J'aurais dû la faire pour la 50e, ça j'en suis sûr, mais j'avais vraiment envie de fêter ces 10 ans. 10 ans fan de catch, c'est quelque chose quand même. Faut savoir que de 98 à 2006, j'étais très fan de foot. Et j'ai l'impression que je suis fan de foot depuis toujours. Mais en gros, j'ai été vraiment fada de foot pendant 8 ans. Et le catch, ça fait 10 ans déjà. C'est incroyable. Enfin, si, je comprends que, j'allais dire, quand vous aurez vécu ça, tout d'un coup, il y a beaucoup de gens, je sais très bien, qui sont fans depuis déjà une vingtaine, peut-être même une trentaine d'années. En tout cas, 20 ans, certains, ça c'est clair. 10 ans, c'est pas grand-chose au fond, parce que j'ai pas connu grand-chose. Mais n'empêche, ça me fait quelque chose, et je voulais l'analyser, donc justement pour les 10 ans. Donc on se retrouve donc pour l'analyse. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je suis un petit peu déçu du show. Pour moi, il y a beaucoup, enfin, il y a 2-3 bons matchs. Il y a un match moyen, et le reste, enfin, il y a 3 matchs catastrophiques. Voilà, ça... Je vais pas vous le cacher, ça fait baisser considérablement la note finale, mais voilà, on en parle maintenant. Si je regarde là et pas directement face à vous, c'est parce qu'il y a mes notes donc sur iPad. Encore une fois, vous le savez, vous savez l'envers du décor de mes vidéos qui sont faites totalement what the fuck, mais bref, passons. On n'est pas là pour faire autre chose que analyser SummerSlam 2006. Donc je pense que ça va être
clairement la dernière analyse qui va durer dans les 20 minutes. Voilà, comme ça, c'est fait. Je prends bien mon temps pour cette vidéo. Donc le premier match, c'était Rey Mysterio contre Chavo Guerrero dans une rivalité. Alors la mouche, elle va partir. Merci, vous la voyez, je pense tout le temps apparaître, je suis désolé. Mais vraiment, Rey Mysterio contre Chavo Guerrero, c'était une rivalité. Alors, je ne l'ai pas connu pour tout vous dire. C'est une rivalité de SmackDown. Raw, ben voilà, il n'y avait pas Rey Mysterio contre Chavo Guerrero. Donc vraiment, cette analyse est poignante. Tout tourne autour d'Eddie Guerrero. Une jalousie de Chavo qui était heel contre Rey Mysterio qui était face. Voilà, j'ai marqué que c'était un bon match avec un storytelling très très parlant même au niveau du match. On va voir Chavo Guerrero qui va lui dire t'étais rien pour Eddie quoi. Moi je suis de son sang. Parce que les deux, pour la petite anecdote, ont été champions par équipe de la WWE avec Eddie Guerrero. Et Chavo vraiment s'acharnait par rapport à ça durant tout le match. Donc j'ai mis c'est bien plus personnel qu'un simple match. Et c'est poignant, vraiment. Qu'est-ce qui va aller un peu... Enfin, je vais peut-être en parler plus tard. J'ai marqué que le temps était correct pour un match d'ouverture. Qu'au niveau du catch, c'était correct aussi, même si les deux pouvaient faire mieux. Ça, on va dire que c'est bonus. Maintenant, pour continuer dans le storytelling, je disais qu'il y a une intervention de Vicky Guerrero qui va essayer de calmer Chavo et lui dire ça sert à rien de faire ça. Limite, Eddie Guerrero, il aimerait pas que vous en arriviez là les deux. Donc ça sert à rien. Elle va même lui mettre une claque pour essayer de le réveiller, qui n'aura pas d'effet. Chavo Guerrero va continuer. Ensuite, parce que Chavo Guerrero avait été envoyé à l'extérieur du ring. Pareil pour Rey Mysterio, cette fois-ci, Vicky va rien faire. Au bout d'un moment, Rey Mysterio va prendre l'avantage sur Chavo, va aller sur la troisième corde. Et Vicky va alors, au début, je pensais que c'était un botch, mais va essayer de monter sur l'apron du ring pour essayer de raisonner Rey Mysterio. Elle va se planter elle-même, taper les cordes, et Rey Mysterio va tomber. Chavo va enchaîner sur une prise, alors c'est une sorte de brainbuster, il va enchaîner sur son 5-star frog splash, pardon, qui n'était pas du tout appelé comme ça, je pensais juste un frog splash. Le 5-star, c'était plutôt pour Rob Van Dam, si je dis pas de bêtises. Et bon, va donc terminer ce match à la surprise générale, donc victoire de Chavo Guerrero. C'est un bon opener, alors ils peuvent beaucoup mieux faire, hein, ça c'est clair et net, mais j'ai mis quand même la note de 7,5 sur 10. Voilà, encore une fois, donc je vais me répéter, je pense, durant ces analyses-là, ne comparez pas vos notes avec vous, vous savez que je suis très très généreux. 7,5 sur 10, c'est peut-être énorme pour certains, je pense principalement à Vice. Je sais pas si il regardera cette vidéo, mais Vice note beaucoup plus durement que moi, ou alors c'est plutôt moi qui note beaucoup trop généreusement, plutôt dans ce sens-là. Mais allez pas faire des comparaisons avec d'autres youtubeurs ou avec vous-même, je suis toujours trop généreux. Je pars du principe que le 6 normalement devrait être à chaque match, et si c'est en dessous, c'est vraiment de la merde. Donc voilà, ça c'est une chose. Maintenant on va passer au deuxième match, et c'est pour ça que je dis ça, j'ai détesté le match là, mais je l'ai quand même plutôt bien noté. Je trouve que ça mérite un 2 ou un 3 si j'étais vraiment sévère. Mais selon mes critères, j'ai noté beaucoup plus que ça, donc je vais m'expliquer. Le deuxième match, c'était Big Show qui défendait son titre de la ECW contre Sabu. Alors première chose, Sabu, c'est pas un catcheur que je portais dans mon cœur, je l'avais totalement oublié d'ailleurs. Le mec qui a porté plainte, enfin qui fait partie des catcheurs ayant porté plainte contre la WWE actuellement. J'ai mis l'entrée de Sabu. Alors son entrée, sa présence et son theme song. Alors certains vont dire c'est hyper cliché. Ça fait très oriental, ça renvoie peut-être une image de certaines nationalités, alors je ne vais pas viser, qui est peut-être trop cliché. Alors, j'ai déjà entendu ça sur Sabu, hein, juste pour vous dire, c'est pour ça que je le dis. Moi, personnellement, j'adore. Voilà, il m'en faut peu pour être heureux, comme on dit, mais moi j'adore, et ça m'a fait plaisir de le revoir. Voilà, maintenant, au niveau du match, j'ai mis que le match était, alors, bien rythmé. Non, il n'est pas bien rythmé, mais en fait, Sabu domine la plupart du match. Et c'est le putain de point fort du match. Imaginez 2 secondes que Big Show domine le match. On va se retrouver avec un rythme juste beaucoup trop lent. Et là, Sabu, c'est pas quelqu'un de très rapide, mais il rythme au moins, c'est quelque chose de constant. Il rythme plutôt bien le match. Mieux que si c'était le Big Show. Je rappelle, à l'époque, le Big Show était beaucoup plus lent que ce qu'il est déjà actuellement. Ensuite, autre point intéressant, c'est que c'était un match qui comptait pour le roster de la ECW, donc il n'y avait pas de disqualification, donc Sabu se ramenait avec sa chaise, il y a eu des tables qui ont été utilisées, c'est le deuxième point fort. Maintenant il y a des points faibles. J'ai mis que ça permettait de bien enchaîner le fait que Sabu dominait la majorité du temps. Il y a beaucoup de moments de vide, voilà, ça c'est le premier, autant ça enchaîne bien, il y a un beau rythme constant, mais d'un coup il y a un immense creux, tu comprends pas pourquoi. Et le botch, parce qu'il y a un putain de botch dans ce match-là, c'est que le Big Show va préparer une table, donc il va pas la déplier.
Il va préparer une table et la mettre en équilibre sur les 2 escaliers qu'il aura ramenés sur le ring. Le problème, c'est que Sabu va contrer une prise, je crois, du Big Show, va vouloir prendre appui, va monter sur la structure, sur la table, du coup, sur la structure, et la table va tomber d'un des côtés. Alors, c'est pas très haut, c'est à hauteur d'escalier. Mais n'empêche que le Big Show était déjà tourné contre Sabu. Sabu va remettre la table et lui sauter dessus et va lui faire un DDT qui va faire passer le Big Show à travers la table. Sabu, il a de l'expérience. Sabu, il aurait très bien pu donner quelques coups au Big Show pour qu'il fasse semblant d'être sonné, puis porter son DDT. Du coup, là, en fait, on a l'impression que Sabu, c'est un débutant. Et waouh, ça baisse considérablement la note du match. Ça m'a donné un sentiment de non-professionnalisme. Alors après, vous allez me dire, le Sabu, c'est autant que le Sandman, mais c'est vrai qu'au niveau des botches, c'est pas terrible. Et pour un match, autre point négatif, pour un match hardcore, enfin, c'est pas un match hardcore, mais c'est un match sans disqualification, c'est un peu light. Voilà, moi ça me fait plaisir, parce que de voir un match avec des chaises, ça me fait plaisir. Mais voilà, et je pense que pour un match sans disqualification, c'est un des matchs que j'ai noté les plus bas. J'ai mis qu'il était trop court, et j'ai mis que Big Show terminait Sabu après un choc Sem sur la table, après 8 minutes, sur des prises totalement téléphonées de Sabu. Je mets de côté, parce que je l'ai quand même bien clashé ce match-là. Pour un match sans disqualification, donc avec des objets, j'ai mis 5,5 sur 10. On va crier au scandale pour dire que c'est beaucoup trop élevé. Mais c'est déjà hyper bas pour un match avec des objets. Je vais pas dire grand chose de plus, je suis généreux. Franchement, avec le Big Show, je m'attendais à pire. Voilà. Ouais, non, je laisse mon 5,5. J'étais encore en train d'imaginer est-ce que je pouvais changer. Non, je vais assumer 5,5. C'est en dessous de la moyenne pour moi, ma moyenne elle est à 6. Donc je vais laisser ça comme ça, donc 5,5 sur 10. Troisième match, Hulk Hogan contre Randy Orton. Donc ça, c'est qui tout double. Un match pareil avec Hulk Hogan. D'ailleurs, je crois qu'en 54 analyses, c'est la première fois que j'analyse un pay-per-view où il est là. En fait, c'est qui tout double. Soit ça passe très très bien, Hogan arrive à faire monter, on va dire, Orton, lui rendre un beau rôle, essayer d'embellir le catcheur. Ou alors Hulk Hogan va tout prendre le spotlight parce que les gens l'aiment. Donc la WWE va booker en fait le fait que ce soit Hulk Hogan qui doit avoir le spotlight. Est-ce que c'est Randy Orton qui va passer pour le mec fort ou est-ce que c'est Hulk Hogan qui va avoir le spotlight et il va dire excusez-moi pour le tremblement, mais fuck Randy Orton, c'est moi le patron ici. Malheureusement, c'est la deuxième option. Donc j'ai mis match totalement détestable pour moi. J'ai mis Hogan est beaucoup trop lent. J'ai mis son âge, il joue grandement quand même. Je suis d'accord, mais ça reste trop lent. Je m'en fous de l'âge. Hein. J'ai critiqué Ric Flair, je vois pas pourquoi je critiquerais pas Hulk Hogan. J'ai mis il y a meilleur temps de faire dominer Orton comme le match précédent. Voilà, ouais. En fait, je parlais avant du match précédent, Sabu dominait. Mais là, ils auraient dû faire pareil pour Orton. Hogan est trop lent, il impose un rythme de merde. Voilà. J'ai jamais aimé le catch de Hogan, qui est plus en fait dans l'entertainment que dans le catch pur. Parce que j'en parlerai après. Mais par exemple, la leg drop, ou un leg drop, je sais pas si c'est masculin ou féminin, c'est pas une prise pour moi. C'est un coup. Après, vous allez me dire, ouais, mais c'est du catch quand même. Enfin, bref, j'aime pas. Et le pire, c'est le hulking up. Je suis pas. Alors, j'aime tout ce qui est entertainment. Sinon, je suivrais des fédérations comme la Lucha Underground, comme la Ring of Honor. Je suis un mec, et j'en suis rendu compte, on pourra me traiter de casual ou je sais pas quoi. Je suis un mec qui aime tout ce qui est entertaining. Et je suis pas à la WWE pour rien. J'aime beaucoup le catch pur, mais j'aime tout ce qui est entertainment et régularité. Après, on va me dire, j'ai suivi un match des Cruiserweight Series. C'est-à-dire, je sais même Cruiserweight classique. Je suis d'accord, le niveau est tellement au-dessus. Mais je sais que c'est des catcheurs que je ne reverrai pas forcément après. Il n'y a pas de divertissement. Donc je suis d'accord que ce catch-là, c'est du catch de merde comparé au reste. Mais l'entertaining, j'aime. Là, je déteste. Le hulking up, aujourd'hui, alors déjà en 2006, ça passe pas. Aujourd'hui, imaginez un match de Hulk Hogan. Alors ça, c'est une bonne question que je vous pourrai répondre en commentaire. Pour moi, le hulking up, ça ne passe pas. Alors qu'est-ce que le hulking up, pour ceux qui ne connaissent pas? C'est le second souffle de Hulk Hogan. Vous savez, quand il est là, ouais, je sens plus rien, on lui met des coups de poing, et puis il fait you, et puis après il fait son truc. Enfin bref, ça c'est le hulking up, et je déteste ça. Ça décrédibilise tous les mecs en face de lui. Et quand on est dans un match entre deux générations différentes,
ça ne passe pas. Et en fait, je trouve que Randy Orton, à cette époque-là, avait la meilleure gimmick que j'ai pu voir durant 10 ans. C'était sa gimmick de Legend Killer. Il avait déjà fait prendre la retraite à plusieurs lutteurs. Il y avait eu, je crois qu'il y aura Dusty Rhodes quelques mois plus tard en 2007. Enfin, il y en a eu beaucoup. Extrêmement beaucoup. Le Sergent Slaughter aussi. Et pour moi, Orton aurait dû gagner ce match-là. Et c'était bien parti parce que si Hulk Hogan domine, Orton aurait dû gagner. C'est ma seule. Alors, vous avez bien compris que Hulk Hogan allait gagner. Mais voilà, ça c'est ce qui me dérange. Donc déjà de 1, la façon de divertir de Hulk Hogan qui ne passe plus durant les années 2006. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en penseriez si ça arriverait en 2016. Et la défaite d'Orton, la construction du match pour la défaite d'Orton. Si Orton perd, autant le faire dominer le match pour qu'il en ressorte peut-être un peu grandi de ce match-là. Parce que là du coup il a perdu, il était dans une gimmick qui est la meilleure pour moi des 10 dernières années. Donc ouais, je suis totalement déçu de voir ce match-là. En plus, au niveau du catch, on n'a strictement rien. Et j'ai mis en tout cas match pas à la hauteur de la rivalité, parce que la rivalité, j'avais beaucoup aimé. Et je l'ai revu de toute façon avant le match avec Brooke Hogan. Enfin, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Et dernier point négatif, alors je vous dis la note dès le départ, j'ai mis 4,5 sur 10, qui est même énorme. Enfin, je vous dis, j'ai du mal à mettre en dessous de 3, je crois que j'ai jamais mis du coup, donc 4,5 pour vous, c'est comme si c'était un 1,5 quoi. Donc j'ai mis finir sur un leg drop. C'est le même discours que le Rock lorsqu'il bat CM Punk au Royal Rumble 2013 avec un People's Elbow. Alors certes, il y en a qui sont venus, ils ont dit ouais mais vous savez un People's Elbow ça peut vraiment tuer quelqu'un, ici c'est une zone sensible. Ok, le leg drop, ça peut. La pomme d'Adam, c'est des zones sensibles qui peuvent tuer un homme. Mais dans le catch, c'est pas crédible. C'est pas crédible et je déteste. Voilà. J'ai pris, je pense, au moins 6 minutes pour décrire ce match-là, mais je l'ai détesté. Et quand j'ai vu le match d'après, Foley contre Flair dans un I Quit match, je crois que j'ai tellement craché sur Flair que j'avais vraiment peur. Donc on y passe tout de suite. Voilà, donc j'ai dit Foley contre Flair dans un I Quit match. J'étais prêt à le critiquer, mais franchement, je suis étonné. Pour moi, c'est le match de la soirée, clairement. On voit un Ric Flair, alors vous allez me dire, oui, il était plus jeune, tu sais, c'était pas comme à sa retraite. Ok, je suis d'accord, c'est 2 ans avant sa retraite, je crois. Je veux pas dire de bêtises, il a pris sa retraite en 2008. En 2008. 2009, c'était JBL, 2010, c'était Michael, c'est 2011, Edge, je crois. Enfin bref, dans tous les cas, c'était peu de temps avant sa retraite, mais ce mec est agressif comme il le faut. J'ai mis pas de catch pur, voilà, donc c'est un match à la Lesnar. Vous attendez pas à un match où il y a des prises hyper techniques. De toute façon, on a Flair et Foley. Hein. Si c'était technique, on le saurait. C'est vraiment de la destruction pure. Et j'ai mis à ce moment-là, ça relègue le match pour le championnat de la ICW, mais au second plan, mais même tout en bas. Ce match-là, il est juste hardcore. J'ai mis, c'est la première fois aussi que je vois autant de sang dans un match depuis le New Year's Revolution, enfin depuis le Rated RKO contre DX de New Year's Revolution 2007, pardon. Et j'ai mis, pour la première fois de ma vie, j'ai respecté Ric Flair. Donc le catcheur, hein, pas la personne. Le catcheur. C'est incroyable. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu de l'admiration parce qu'il était crédible, il vendait bien. Enfin, il vendait bien les prises, il vendait bien son énervement, son état de pensée, la rivalité, la tension qu'il y avait entre les deux. Il est bon. Ouais, Ric Flair au moins été bon une fois dans sa vie. Ouais, non, je crache un peu dessus, mais waouh. Vous voyez comme quoi, il y en a, Lucas me dit tu critiques beaucoup MVP, je sais des fois aussi faire ça. J'ai mis match sanglant qui n'a aucune prétention de révolutionner le catch, j'adore, même s'il est un peu court, j'aurais voulu en voir plus. Et à la fin, intervention de Melina qui sauve Foley en lançant je sais pas comment on dit ça, c'est un drapeau blanc, normalement c'est quand il y a disqualification, mais c'est à la boxe, je crois, si je dis pas de bêtises, pas dans le catch. Ça va être refusé, Ric Flair va dire ouais mais non, tu peux pas abandonner pour lui, c'est à lui d'abandonner. Et Ric Flair est tellement énervé, tellement... Il est en train de devenir totalement schizophrène le mec. À la Randy Orton en 2009, il est prêt à attaquer même Melina qui se met entre les deux. Et Mick Foley va dire I quit pour sauver Melina. C'est beau. C'est beau. C'est un beau match. Je mets 9 sur 10. Alors oui, j'aurais peut-être pu mettre 10. Mais je mets 9 parce que...
Voilà, c'est pas du catch pur. Voilà, après vous allez dire, ouais, mais tu l'as fait avec Brock Lesnar, c'est différent. Voilà, j'ai envie d'être un petit peu plus réaliste. Et je mets 9 sur 10. Il y a eu un petit botch aussi d'ailleurs. Et c'est un peu court. Voilà. Les raisons qui mettent. Les raisons pour lesquelles, pardon, je mets à 9 sur 10. Voilà. Ensuite, 5e match. Donc on part sur un match que j'avais envie de critiquer et que finalement j'ai aimé, à un match pour le titre poids lourd. King Booker contre Batista. Vous savez que Batista, titre poids lourd en 2007 avec l'Undertaker, ça passe plutôt bien. King Booker qui défendait son titre poids lourd, hein, c'était pas Batista le champion. Et ben. Ouais, c'est un match de merde, autant le dire tout de suite. Celle avec le Hulk Hogan contre Randy Orton, c'est le pire match de la soirée. Clairement, j'ai mis c'est quoi ce match? Match lent, faux rythme, public qui chante Goldberg parce qu'il y a des spires, pas de prise de dingue et une disqualification après 10 minutes seulement. J'ai mis Queen Charmel est insupportable. On peut pas se permettre d'avoir une disqualification dans un match pour un titre, en plus à SummerSlam. En fait, il y a Batista qui était prêt à faire une Batista bombe sur King Booker et il y a Queen Charmel qui est intervenu, qui l'a tapé. Voilà, disqualification. Batista qui va quand même faire sa Batista bombe sur King Booker. Ils vont partir, voilà, blablabla. C'est super, j'ai mis 4,5 sur 10. Ce match est pitoyable, vraiment. À ce niveau-là, on peut pas. Donc 4,5 sur 10 et je n'en parlerai pas plus. Avant-dernier match, DX contre les McMahon. Ah là là là. Petit vent de fraîcheur. Alors là, encore une fois, on pourra critiquer. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce genre de match, ça passerait peut-être plus. Après à voir, mais c'est vrai qu'au niveau de la construction, je trouve que c'est hyper bien construit, mais c'est quelque chose qu'on n'a plus l'habitude de voir. Donc en fait, il y a un avant-match qui va durer peut-être tout autant long que le match en lui-même, peut-être un petit peu moins quand même, où on a la DX qui fait son entrée, donc Shawn Michaels et Triple H, puis les McMahon, et Vince McMahon va dire à son fils Shane, non, tu attends, il y a des catcheurs qui vont intervenir. Donc on voit, alors il y a Finlay ou William Regal, enfin d'abord il y a le Spirit Squad, donc les 5 majorettes, hein, pour ceux qui ne se souviennent plus, ancien champion par équipe d'ailleurs, bizarre à dire, mais c'est le cas. Ensuite, il y a 3 autres catcheurs qui étaient Mr. Kennedy, William Regal et Finlay, champion des États-Unis à ce moment-là, qui arrivent donc pour fracasser Triple H et Shawn Michaels. Et ensuite, il y a le Big Show qui revient après son match pour les attaquer à partir de l'intervention du Big Show. Tous ces catcheurs-là arrivent à prendre l'avantage sur la DX, ce qui n'était pas le cas avant l'arrivée du Big Show. Et donc, qui passe à tabac Shawn Michaels et Triple H, faisant notamment passer Triple H à travers la table des commentateurs de la ECW. Voilà. Donc ensuite, les McMahon arrivent. Et il y a Umaga aussi. Il y a Umaga qui arrive, mais je sais plus... Non, c'était pendant le match, je crois. J'ai oublié ça. Je sais plus si c'était pendant le match ou avant le match. Enfin bref, les McMahon arrivent, le match commence. Et Shawn Michaels est totalement détruit. Et le match est très bien construit et il y a du très bon. J'ai mis c'est pas forcément du bon catch, parce que forcément après ça c'est les McMahon qui dominent, et les McMahon ne sont pas des catcheurs. Alors malgré tout ce qu'on peut dire sur Shane McMahon et même Vince, bon Vince a jamais été très bon, mais je pense encore à WrestleMania 32 avec Shane McMahon, c'est vrai qu'il impressionne, mais c'est pas un catcheur de base, donc on le ressent un petit peu quand même, mais ça n'empêche pas que c'est très agréable à regarder de voir Shawn Michaels se faire détruire. Maintenant, un point négatif, c'est que Triple H va tenter de revenir sur le ring à chaque fois. Shane McMahon va à chaque fois, beaucoup d'à chaque fois, mais va l'attaquer en dehors du ring pour pouvoir tout simplement l'assommer et continuer le travail qu'ils sont en train de faire sur Shawn Michaels. Le bon côté, c'est que les McMahon, ils vont faire des prises de finition d'anciens tag team. Alors je me souviens plus de qui il y avait Legion of Doom, la Art Foundation, et je sais plus qui, il y avait une 3ème équipe aussi. Enfin bref, c'est pas important. Du coup, ça continue comme ça. Et au bout d'un moment, il y a Umaga qui arrive. On ne sait pas pourquoi. Je crois qu'il y a Triple H qui commence à intervenir. Il revient gentiment, il fait le tag. Dès qu'il commence à reprendre un petit peu l'avantage, et Umaga arrive, intervient. Il attaque Triple H. Alors je crois que l'arbitre était KO aussi. Enfin bref, c'est le Bronx total. Hein. Même moi, je m'en souviens plus tellement il y a de choses qui se passent dans ce match-là. Ça me rappelle d'ailleurs le match Sting contre Triple H à WrestleMania 31. Je sais pas pourquoi, mais c'est le Bronx, c'est un bordel sans nom. C'est un peu la même chose. Et puis au bout d'un moment, il y a Kane qui arrive parce que oui, la DX était allé un peu manipuler Kane avant le match. Et donc Kane attaque Umaga, qui va permettre à la DX de prendre l'avantage et donc de terminer les McMahon. Donc notamment avec un switching music de Shawn Michaels sur Shane McMahon, pardon, qui voulait faire un... Je sais plus comment ça s'appelle, j'ai belly to belly, mais non, c'est pas du tout ça, c'est le coast to coast, voilà. Donc vous savez quand il est sur un des coins du ring et qu'il veut sauter avec et faire une sorte de dropkick sur une poubelle
lorsqu'un catcheur est assis dans l'autre coin du ring. Finalement, Shawn Michaels va faire un switch in music sur Shane McMahon en plein milieu, en plein air. Et donc ils vont enchaîner sur Vince McMahon, à pedigree, et ça va se terminer comme ça, victoire de DX. Donc j'ai trouvé que c'est un bordel sans nom, c'est bien construit, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc c'est aussi pour ça que j'ai aimé, parce que c'est la DX, c'est les McMahon, c'est une putain de rivalité. Et encore une fois, j'en parle pendant très très longtemps. Donc j'ai bien aimé, donc j'ai mis la note de 9 sur 10 quand même, parce que vous le voyez, même moi je me perds, il y a trop de choses, ça fait beaucoup de choses à avaler quand même. Donc j'ai mis quand même la note de 9 sur 10 parce que je suis très très satisfait de ce match là. Je suis content d'avoir attendu 10 ans pour voir ce match là, même s'il n'est pas, comme j'ai dit, ouf au niveau du catch pur. Mais je suis vraiment satisfait. Et on passe au dernier match, donc Cena contre Edge. Donc Edge défendait son titre de la WWE contre John Cena. Donc c'était le... Si on compte pas le cash de Edge à New Year's Revolution 2006, pardon, ça doit être le deuxième match simple en pay-per-view entre les deux. Le premier était au Royal Rumble, avec la victoire de Cena, et ensuite il y a Rob Van Dam qui s'est ajouté à la rivalité, donc on a eu des matchs triple menace, un match Cena-Rob Van Dam, et je crois même qu'il y avait Cena Umaga, mais je suis plus sûr, en tout cas pas pour le titre, mais il doit y avoir quelque chose comme ça. Donc ouais, ça doit être le deuxième match entre les deux. Il y en aura un troisième Unforgiven, mais j'en parlerai après. Donc ouais, c'est un bon petit match entre les deux, hein. Ça c'est clair et net, c'est un bon match, je ne dis rien, mais j'ai vu le match d'Unforgiven 2006, le TLC, et ouais, je suis un tout petit peu déçu. Alors le match est très bon, ouais, mais je m'attendais peut-être un tout petit peu plus. Là je suis un peu trop exigeant par contre, mais la note elle va pas se ressentir. J'ai pas pénalisé pour ça. J'ai mis qu'il était un peu court, il dure entre 15 et 16 minutes je crois. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps parce que vraiment les deux, en termes de catch pur, ça y va. Pour l'époque, ça y va. Surtout au niveau du pay-per-view, on n'a pas eu grand chose. L'opener était très bon à ce niveau-là. Le dernier match aussi, un cran peut-être en dessous je dirais. Et j'ai mis, voilà, pas le meilleur match entre ces deux parce qu'Unforgiven, mais très appréciable pour un single match. Forcément, le match d'Unforgiven était un TLC. J'ai mis Edge au début, en fait, au niveau du match, au niveau de la construction, c'est très bien construit aussi. Edge va tout faire pour envoyer, enfin, il va attaquer Cena, il va l'envoyer à l'extérieur du ring pour essayer de gagner par des comptes extérieurs. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, Lita intervenait tellement dans les matchs de Edge que là, il y avait une stipulation, c'est que si Edge gagnait par disqualification, ou s'il y avait une disqualification tout court, Edge perdait son titre. Et là, c'est intéressant parce que Edge voulait gagner d'une autre façon. Et encore un autre point intéressant, c'est l'intervention de Lita qui va intervenir pour donner des objets à Edge. Edge lui dit, mais qu'est-ce que tu fous? Si j'attaque Cena avec une arme, il va amener une chaise et la ceinture. Il voit la chaise, puis il fait, t'es conne ou quoi? Sérieusement, t'étais vraiment con. Puis il dit, si je fais ça, je peux pas, quoi. Donc tu le vois, il est tout... Vite avant que l'arbitre le voie, il lance la chaise à l'extérieur du ring. C'est intéressant. Et finalement, la fin du match va être un petit peu moins intéressant parce que j'aurais vraiment voulu une victoire clean. Lita va donner un point américain à Edge, enfin elle va même mettre le point américain sur la main droite de Edge pendant qu'il est un petit peu KO. Et Edge va essayer de l'utiliser en donnant un coup de poing. Cena va éviter, Lita va monter sur le ring. Cena était prêt à faire son FU FU, Attitude Adjustment. Ça a changé ça, FU à l'époque sur Edge. Et il va quand même prendre Lita sur ses épaules, donc sur Edge, va faire un premier FU sur Lita. Et il allait faire enchaîner un deuxième avec Edge. Edge s'enlève et lui donne un coup de poing donc à la nuque. Je crois que c'était sur le côté. Et donc va terminer le match comme ça. Donc Edge conserve son titre de la WWE. Alors je m'y attendais pas. Je sais très bien que Cena n'était pas champion au moment d'Unforgiven 2007. Mais je sais pas pourquoi j'étais sûr qu'il allait gagner le match. Finalement, c'est là que je me rends compte que les défaites de Cena à SummerSlam, ça date pas d'aujourd'hui, hein. Il avait perdu contre CM Punk en 2011. Il a perdu contre Seth Rollins en 2015. Quel autre match il a eu? Alors je sais plus maintenant. Il a gagné en 2010 contre la team, la team WWE avait gagné contre la Nexus. Mais je crois que depuis 2011 il a perdu. Il a perdu en plus le 2006. Il y en a un contre Randy Orton. Il a perdu 2013 contre Daniel Bryan. En 2014, il a perdu contre Brock Lesnar. Enfin, vous voyez, SummerSlam et John Cena, c'est pas vraiment une grande histoire d'amour. Donc, encore une fois, on le prouve ici. Donc, je suis désolé. J'ai mis la note de 8,5 sur 10. Mais j'allais dire, je suis désolé. C'est un peu le Bronx. Je donne beaucoup d'informations sur chaque match. Mais j'avais vraiment envie de prendre mon temps. J'ai marqué des informations. Pour une fois, je les ai marquées un peu dans le désordre sur mes notes. C'est pas grave. Au moins, je vous dis tout ce que j'ai à dire. C'est une analyse très complète, je trouve. Tous mes ressentis y sont, tandis que dans les Over the Results plus classiques, en 15 minutes, j'arrive pas à tout dire. J'ai vraiment pris mon temps, je parle toujours autant vite, mais c'est pas grave.
J'espère que je ne saute pas sur cette vidéo. Mais je suis très content d'avoir regardé SummerSlam 2006 parce qu'au final, ça donne une note de 6,9 sur 10 qui est à la place numéro 40, je crois, sur 53, même si c'est la 54e, parce que je tourne cette vidéo avant Battleground. Donc on est le jour d'après la draft, hein, pour les gens qui ne le savent pas, au moment où je tourne cette vidéo. Donc 40 sur 53, c'est pas terrible, surtout pour un SummerSlam, je pense que ça doit être le plus mauvais. Alors je peux vous le dire là. Bon, j'en ai pas fait des tonnes, hein, de SummerSlam, je crois qu'il n'y en avait eu que 2. Mais ouais, clairement c'est le plus mauvais. Donc il est à la place numéro 40. Même titre qu'à WrestleMania 24, qui a exactement la même note, un peu Ric Flair. SummerSlam 2014 avait 8,6. Donc il est à la place numéro 2. Et SummerSlam 2016, alors je ne trouve pas pour le moment. Bah, SummerSlam 2016, c'est très bien. SummerSlam 2015, plutôt, la place numéro 7 avec 8,3. Donc ouais, je m'attendais à mieux. Première fois que je sous-note clairement. Enfin, que je sous-note pas, mais que je donne une aussi mauvaise note à un SummerSlam. Voilà. Bon, finalement, pas les 20 minutes, mais les 30. Je vous le dis, c'est la dernière fois. Hein. Une vidéo spéciale pour l'analyse numéro 100, je ferai pareil. Mais en attendant, je ferai des vidéos analyses qui ne dureront pas plus de 15 minutes. Voilà, il y a de nouveau une mouche. Là, justement, ils sont en train de me dire que je dois arrêter ça. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez vu le show, n'hésitez pas à me dire vos commentaires de ce que selon vos souvenirs, tout simplement. Et si vous ne l'avez pas vu, dites-moi quel match vous fait le plus envie. Et qu'est-ce que vous en avez maintenant que je vous ai expliqué ce pay-per-view-là 10 ans après, pour vous, est-ce que vous auriez voulu connaître la WWE 10 ans avant si vous n'avez pas été là en 2006? Voilà, donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo également. Et nous on se retrouve donc tout bientôt pour la suite de la chaîne.